bonjour, bonjour. Donc, on a la lourde charge de lancer les masterclass, de démarrer tous les deux, tous les deux, Jonathan donc, et moi, avec vous tous et vous toutes. Donc, on va vous parler on va essayer de tenir le timing d'à peu près une vingtaine de minutes sur l'influence B2B, donc avec une petite méthode qu'on a mise qu'on a identifiée. Et par la suite, on compte beaucoup sur vous, sur les questions-réponses. Donc, on va essayer de ménager quand même pas mal de temps pour les questions-réponses. Donc, voilà. Donc, comme ça, là, vous nous voyez en très gros, vous ne pouvez pas nous louper. Donc, moi-même, Martine Jossec et... Jonathan, social media manager dans le groupe Densu. Ouais. Bon, moi, je ne donne pas toutes mes casquettes. Voilà, on a résumé en consultante et formatrice. Ça allait plus vite. Donc, petit plan de ce qu'on va faire, dans le petit sommaire. Donc, concrètement, grand sommaire. Concrètement, juste un peu de définition et de précision, donc de petites mises au point. Notre méthode en 7 étapes. Donc, voilà. Et puis, exemples et conseils. Donc, c'est vrai que c'est moins sympa parce qu'on ne voit pas forcément ma tête, mais en même temps, c'est pas très grave. Voilà, donc, définition et précision. Donc, j'attaque tout de suite. C'est moi qui attaque. Voilà, par exemple, tu vois, je suis vraiment obligée de me mettre là pour lire parce que là, je vais être comme ça. Alors, le marketing d'influence, bon, je ne vais pas vous lire toute la définition. C'est juste une stratégie marketing, mais c'est vrai que on utilise le terme de marketing, mais j'ai envie de dire c'est un peu la croisée des chemins entre le marketing et la communication quand même, parce que c'est finalement quand on fait de l'influence, c'est un peu une sorte d'extension des relations médias, puisque finalement les influenceurs sont quelque part des médias. Donc c'est un petit peu c'est aussi de la communication. Donc, qui permet à une entreprise de faire connaître un produit, un service ou un événement en s'appuyant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. C'est effectivement un gros point de distinction par rapport au B2C. En B2B, c'est vraiment en fait à la base déjà des professionnels. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont quelque part qu'ils ont une influence souvent bien sans le savoir même. C'est pas nous. En fait, on ne s'auto-proclame pas influenceur. Ce sont les autres qui vont vous reconnaître cette qualité. Et donc, donc un petit moyen mnémotechnique. J'adore moi ce genre de choses. Donc un influenceur B2B, c'est en fait un professionnel très capé. Capé pourquoi ? Parce que c'est une notion de confiance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment des partis pris, qui a vraiment une posture avec une expérience, une expertise. Et donc, en fait, on est en confiance parce que s'il vous dit que tel logiciel est mieux que tel autre, c'est parce qu'il l'aura expérimenté. C'est pas juste parce qu'on lui aura dit de le dire. C'est quelque chose donc justement de très spécifique au B2B. Donc la confiance, la crédibilité, le professionnalisme. En deuxième point, l'authenticité. Ça, c'est hyper important, l'authenticité. C'est-à-dire que c'est aussi de refuser de faire des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est un point très important également. La transparence, c'est-à-dire, ne serait-ce que pour un côté éthique, c'est de préciser quand il y a un partenariat. Ça a l'air évident comme ça, mais c'est pas toujours fait. Donc juste de rajouter que si on fait un tweet et qu'on est sous partenariat, de le mettre soit dans le visuel ou soit sur le post LinkedIn, de bien le préciser. C'est le côté pertinence, valeur et impact. Donc j'aime beaucoup ces mots-là, ce sont des mots que j'adore. Sens. Le long terme aussi. Voilà, c'est pas un one shot. Quand on établit une relation avec des influenceurs, c'est pas pour un one shot, c'est de la relation sur la longue durée. Je vous dis ça, on peut faire vraiment le parallèle avec les relations médias, c'est exactement la même chose. Quand vous faites des relations presse, relations médias, les journalistes, vous savez très bien que c'est sur la durée que vous construisez une relation. Avec les influenceurs, c'est ce qu'on se conseille également. C'est quand vous avez vraiment trouvé une personne qui correspond bien à ce que vous faites, qui partage les mêmes valeurs que vous n'allez pas faire un one shot. Vous allez construire quelque chose sur la durée. Donc le long terme. Et quatrième point, l'expertise, la personnalité, puisqu'on a le droit de dire non, et l'exigence de qualité. C'est un mot aussi qu'on aime bien, qualité. Voilà, donc je laisse la parole à Jonathan. Oui, un petit mot sur l'opposition. Je pense que vous avez un peu vu cette infographie. Donc juste pour dire que sur le premier point, que en B2C, l'achat est plus émotionnel que rationnel, mais en B2B, comme le parcours d'achat est plus allongé, on a une décision d'achat qui est plus rationnelle. C'est-à-dire qu'on va autant. Je ne dis pas que la décision d'achat n'est purement rationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a une décision d'achat qui est émotionnelle, mais on prend aussi le fait que ça soit plus rationnel.
Ensuite, en B2C, on a une excellente synergie avec les algorithmes. Tout simplement parce que, par exemple, sur Instagram, en fait, on est sur de la notion d'émotionnel. Donc, quand on va liker, on ne like pas parce que c'est quelque chose d'intéressant. On va liker parce qu'on a une certaine adhésion à ce post. C'est pour ça qu'il y a une bonne synergie. Alors qu'en fait, en B2B, comme une niche qui est plus petite, qu'on voit ici, bah, du coup, forcément, on a moins de likes, et le tunnel d'achat est un peu plus long. Donc, ça implique d'autres problématiques. Et aussi, comme l'algorithme en soi, on n'est pas aussi appétant qu'en B2C, il faut aussi prendre en compte d'autres critères. Donc, l'un des critères, c'est l'expertise, c'est-à-dire, en fait, est-ce que vous voyez si l'impact de votre message est important ou non, et aussi une meilleure valeur de l'abonné en B2B. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, un abonné en B2B va générer peut-être plus de valeur, puisqu'un achat B2B va peut-être faire ou générer plus de business. Alors qu'en B2C, mais aussi, comme Martine l'a dit, il y a aussi un côté long terme, moyen terme, puisqu'on a des résultats plus rapides en B2C, parce qu'en fait, quand il y a un post qui va être fait les 2-3 premiers jours, on aura beaucoup de reach et de résultats. Mais en B2B, parfois, comme le tunnel d'achat est plus long, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, c'est sûr, si on le fait sur des réseaux sociaux en B2B, on aura un pic qui va aller sur les 2-3 premiers jours, mais le post sera plus aplati au niveau du long terme. Donc en fait, ce qu'il faut se dire finalement, là, on a les réseaux sociaux. Donc en fait, en B2C, sur les réseaux sociaux, on voit que Instagram, Facebook est largement en tête, mais en B2B, on a totalement changé les règles, puisqu'on a LinkedIn qui est en tête, puis après on a Facebook. Vous allez dire pourquoi Facebook? Mais en fait, Facebook, dans le milieu marketing, Facebook est un peu moins utilisé, mais en fait, dans les milieux un peu moins digitalisés, Facebook est toujours beaucoup utilisé. Je prends par exemple le secteur des PME. Et aussi, par exemple, on a d'autres réseaux sociaux comme Twitter qui est beaucoup utilisé au niveau de l'événementiel. Notamment ici, où on voit par exemple nos camarades utiliser Twitter pour relayer des posts sur l'événement. Donc en fait, ça c'est les plateformes. Mais en fait, oui, juste petit aparté, n'hésitez pas à tweeter en utilisant bien le hashtag IMF22. Voilà, n'hésitez pas à tweeter. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, oui, les réseaux sociaux, c'est très bien. C'est beaucoup mieux en B2C, mais en B2B, il ne faut pas s'assujettir au niveau des réseaux sociaux. On a plusieurs décisions d'achat. En B2B, les réseaux sociaux, c'est très bien au niveau du reach, c'est-à-dire vraiment faire la découverte. Mais si vous voulez, par la suite, le décisionnaire, ce qu'il va voir après, il va se renseigner, puisque c'est un produit un peu plus complexe. Donc, il faut nécessairement créer une bonne landing page. Donc, par exemple, un article blog peut être intéressant. Et puis, après, il faut aussi peut-être nécessairement quelqu'un qui fasse un testimonial, c'est-à-dire une citation client, pour dire que le père l'a validé. Donc, ça nécessite beaucoup plus de canaux avant de passer à l'acte d'achat. Et donc, en fait, quand je dis que l'influence est protéiforme, c'est qu'en fait, chacun en influence B2B peut être influenceur à son propre échelle. En B2C, notamment, on voit que c'est plutôt les influenceurs 2.0 et les célébrités. Mais en B2B, on a d'autres personnes. On a les journalistes qui sont publicités, mais aussi les blogueurs. Les blogueurs qui sont souvent, qui utilisent les réseaux sociaux, mais c'est souvent de l'écrit. Mais ça peut être très bien un ambassadeur qui va relayer un peu le nom de la marque, mais ça peut être très bien votre collaborateur. Chacun, en fait, en B2B, a un peu d'influence pour faire la décision auprès de son entreprise. On va être obligé de faire la valse des micros. Donc, notre méthode dans cette étape, c'est une méthode stratégique assez classique, mais dans laquelle on a rajouté quelques étapes. Donc, on commence déjà par, je vais détailler, vous inquiétez pas par la suite, mais déjà par l'objectif et la cible. Et puis, par la suite, les canaux qu'on va utiliser, notamment les canaux qu'on va choisir d'ailleurs principalement en fonction d'où est la cible. Logiquement, si votre cible s'exprime et est très présente et sur LinkedIn, par exemple, donc forcément, on va choisir le canal LinkedIn. Les thématiques, parce que ce sera important aussi de savoir quelles sont les thématiques principales et secondaires.
Et puis, c'est uniquement quand on aura fait tout ça qu'on va définir quel est l'influenceur le plus adapté à ce qu'on veut faire. Et puis, bien évidemment, on définira ensemble ou pas, ou on le laissera complètement libre. On va voir qu'il y a plusieurs façons de travailler avec des influenceurs. Et puis, le suivi KPI. Donc, le premier, bien sûr, c'est choisir l'objectif. Donc là, je vous ai remis un funnel marketing, donc avec des choses très classiques. La notoriété, c'est souvent le premier point d'entrée, mais qui est toujours très classique dans l'influence B2B. Susciter l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va déjà un cran au-dessus, ou en dessous, c'est la façon dont on se positionne, la considération et puis l'acquisition, c'est-à-dire l'acquisition de prospects. C'est-à-dire qu'en social media et en digital, il y a plus d'étapes dans le funnel marketing que de façon classique. Avant, il y avait donc juste des étrangers, des gens qui ne connaissaient pas la marque, qui finissaient par devenir des prospects et après qu'on transforme en clients. Mais en social media et en digital, il y a beaucoup plus d'étapes, donc ce qu'on appelle l'intérêt et la considération, qui sont des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que bien souvent, avant d'engager vraiment, un internaute avec une marque ou un professionnel avec votre produit ou avec vos solutions, il y aura donc des étapes d'échange, par exemple sur LinkedIn. Il y aura des étapes d'interaction, de poser des questions, plusieurs messages. Enfin voilà, comme disait Jonathan, c'est quelque chose de beaucoup plus long qu'en B2C. En B2C, il y a juste un influenceur qui vous parle d'un produit et hop, on peut l'acheter tout de suite. En B2B, ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus long. Bien évidemment, ça dépend de la typologie de l'entreprise, mais quand même. Pardon, oui ? Je tiens juste à dire sur le tunnel d'achat, mon avis, c'est que la notoriété et l'intérêt est souvent lié sur les réseaux sociaux par un enjeu d'algorithme. Soit en fait, pour générer des impressions, forcément, il faut des engagements. Donc, plus on génère plus d'engagements, c'est-à-dire du coup pas à travers l'intérêt, plus vous allez générer de la notoriété. Donc, vous pouvez intégrer dans le brief que vous pouvez lier plus souvent notoriété et intérêt. Ok. Et puis, il y a un autre point aussi important qui est, à mon sens, pas suffisamment exploité en marketing, c'est la fidélisation. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à courir, à acquérir des prospects, et on ne passe pas suffisamment de temps sur la fidélisation. Alors qu'on sait que ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser et ça rapporte beaucoup plus. Mais on est toujours dans cette espèce de course à l'échalote, toujours des prospects, alors qu'on devrait quand même se préoccuper beaucoup plus des clients qu'on a déjà. Donc ça, c'est petit message lancé à la foule. Mais voilà, mais ça peut faire partie aussi des objectifs qu'on va définir. Il y a des objectifs secondaires. Tout simplement, nous, par exemple, avec la Brigade du Web, on travaille souvent sur de l'événementiel. Donc, l'objectif, c'est bien souvent tout simplement de faire en sorte que les gens s'inscrivent et viennent à l'événement. Donc ça, c'est un objectif tout simple. Il y a aussi toutes les générations de leads, par exemple, quand il y a un livre blanc à télécharger ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un objectif aussi qui peut être mis en place. Donc, l'étape 2, une fois qu'on a défini quel est l'objectif qu'on se donne, c'est de choisir donc la cible. Là, si j'ai mis donc trois catégories de personnes, c'est parce que vous imaginez bien que, en plus, tout dépend de la typologie de l'entreprise. Mais chez les grands comptes, même c'est les entreprises intermédiaires, les PME, en fait, la personne qui a la main, c'est-à-dire qui décide, qui va valider le bon de commande, l'achat et autres, ou qui va définir qu'il faut un appel d'offres ou autre, c'est pas forcément la même personne que celui qui a besoin et qui va recommander l'achat. Et ce n'est pas forcément non plus la même personne que celui qui va l'utiliser. Donc il y a souvent 3 catégories de personnes. Donc en fait, en influence B2B, il faudra toujours se poser comme question, finalement, quelle est la personne qu'on va chercher le plus à influencer ? Est-ce que c'est le décideur final ? Est-ce que c'est le manager ? Ou est-ce que c'est vraiment l'utilisateur ? C'est une vraie question à se poser parce qu'on ne s'exprimera pas de la même manière, ni avec les mêmes formats et voire les mêmes canaux. Je tiens à dire qu'en fait, il faut aussi, la question, c'est aussi quel est le contenu qui impacte le plus en fonction de ces acteurs. Par exemple, pour un utilisateur, notamment, il est plutôt là pour découvrir le contenu, pour après le recommander. Donc là, les réseaux sociaux sont les canaux les plus appropriés. Mais pour un utilisateur, ce n'est pas pareil. Disons qu'il a un peu peut-être moins le temps sur les réseaux sociaux. Alors peut-être, donc du coup, pour lui, c'est peut-être une décision finale, donc c'est peut-être une étude qui va peut-être l'influencer pour prendre la décision, mais c'est peut-être aussi la recommandation d'un père. Donc prenez le temps de réfléchir sur quel contenu peut impacter ces différents types de personnes. Merci Joe.
Donc tu peux passer. Oui. Donc et puis on va se retrouver avec un classique, un persona, voilà. Mais bon, c'est clair qu'on en discutait justement hier soir avec Hélène qui est devant. Bon, on est devenu, c'est parfois un petit peu caricatural, mais peut-être justement un peu moins en B2B qu'en B2C, parce que on se base en fait sur des professionnels qu'on connaît déjà. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est le DAF par exemple? Et ben on connaît déjà plusieurs DAF qui sont dans les entreprises qu'on cible, et donc on peut faire vraiment un portrait robot qui est peut-être plus proche de la réalité et moins extrapolé que dans le B2C. Donc ça, je vais pas m'étaler sur le persona, tout le monde connaît, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Donc là, je laisse la main à Joe. Bon, je me rappelle un peu, avant de choisir les plateformes, en fait, le but, c'est vraiment de te dire quel type de contenu vos cibles privilégient. Là, comme vous voyez, c'est plus LinkedIn, Facebook, Instagram, mais en fait, ça peut être. Mais ça dépend vraiment, en B2B, comme il y a une multitude de niches, ça dépend vraiment de votre secteur. Donc, on n'a pas une réponse absolue pour dire oui, il faut absolument faire du LinkedIn. Et d'ailleurs, ne vous associez pas aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, souvent, on va dire en B2B, bon, voici les réseaux sociaux, mais peut-être que votre cible, en soi, n'est pas digitalisée. Et donc, en fait, en soi, le social media, ils ne sont pas encore dans le stade où ils vont consulter le contenu social media, tout simplement parce que les algorithmes ne leur donnent pas suffisamment de contenu. Et finalement, l'influenceur idéal dans ce cas-là peut être un blogueur. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, en fait, c'est que oui, la tendance générale, c'est que les social media, les réseaux sociaux vont prendre peu à peu le pas par rapport aux plateformes blog. Il y a une étude riche qui montrait qu'il y a 3 ans, c'était le blog qui était la plateforme d'influence la plus utilisée. Désormais, par exemple, en B2C, c'est Instagram, et maintenant, en B2B, c'est LinkedIn. Il y a un changement peu à peu, au fur et à mesure, vers de la centralisation vers des plateformes. Et donc, en fait, c'est bien beau, mais en fait, finalement, comment on fait pour protéger les influenceurs, puisque les niches sont petits? Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je vends des groupes électrogènes. Donc, du coup, mais je ne trouve pas d'influenceurs dans le groupe électrogène. En fait, c'est tout à fait normal. En fait, il y a très peu d'influenceurs qui parlent des groupes électrogènes, parce que l'influenceur en question, ce qu'il cherche, c'est avoir une audience. Sauf que s'il se met à parler de groupes d'électrogènes, son audience est réduite. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va chercher à étendre son champ de recherche. Donc du coup, par exemple, ici, ce que je recommande quand vous allez chercher un influenceur B2B, c'est d'étendre votre champ thématique. Donc ici, j'ai cherché électrogène. Ici, donc c'est un outil c'est un outil de social media listening de Talkwalker. Et là, du coup, quand on tape électrogène, on trouve ça. On va analyser l'ensemble des mots-clés liés à électrogène sur les réseaux sociaux, mais on voit qu'on peut voir les chaînes sémantiques s'augmenter. On voit par exemple notamment voiture. On a pas mal d'influenceurs au niveau de l'automobile, mais ça peut être de la construction. Ça, c'est intéressant, puisque du coup, il y a aussi des influenceurs qui font des DIY sur la construction, et on peut aller chercher ça. Mais sur la cible même, souvent, vous pouvez manquer d'influenceurs. Donc, c'est important d'aller augmenter ces champs sémantiques. Alors, comment on peut faire pour trouver des influenceurs dans les niches? J'ai établi 4 critères de 4 outils. Tout simplement, premièrement, pour avoir les champs sémantiques, les suggestions de mots-clés, je vous recommande d'utiliser des outils sur le search. On a par exemple Google Ads, Keyword Planner, Google Trends, Ubersuggest ou SEMrush qui le fait très bien. Mais vous ne pouvez pas trouver là, c'est une question de quanti. Mais le but aussi, c'est de savoir un peu comment vous pouvez utiliser un mot-clé et après faire un peu une recherche sur savoir un peu plus informatif sur quel auteur remonte le plus souvent. Donc ça marche souvent sur des mots-clés, mais vous pouvez aussi connaître votre secteur par les outils de veille. Feedly, c'est très intéressant, puisqu'en fait, avec Feedly, vous pouvez traquer un mot-clé. Et comme ça, vous pouvez savoir de mieux en mieux le secteur. Et quand vous savez de mieux en mieux le secteur, via Feedly ou le Fluorescence, vous saurez qui impacte vraiment dans votre secteur. Bien sûr, la social media listening, là, je vous l'ai détaillé, c'est un mot-clé, et vous pouvez travailler sur un champ sémantique sur les moteurs de recherche, mais il y a tout simplement, parfois, c'est juste des études qualitatives pour trouver les bons influenceurs sur les niches. Et finalement, dans le choix, ça c'est très important au niveau B2C, au niveau B2B. La plupart des
des annonceurs que je vois, ils s'ajustent juste au nombre d'abonnés. Parfois, ils sont un peu plus évolués, ils vont faire le nombre d'engagements. Mais en fait, ce qui est important, c'est de mixer entre le quantifiable, c'est-à-dire les résultats entre les impressions, les engagements, les conversions, et le qualifiable. En fait, c'est mieux d'avoir un influenceur qui fait 1000 impressions, mais dont son message a impacté une centaine de personnes, qu'un autre influenceur qui a fait 100 000 impressions, mais comme il a fait quelque chose qu'il a trop optimisé sur les réseaux sociaux, il n'a pas fait d'impact. En fait, il est passé à côté du message et il a influencé personne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut intégrer ce côté qualifiable, c'est-à-dire la pertinence, la portée du message, la gravité qu'il a engendré, la qualité de l'audience et son authenticité. Souvent, je vous recommande d'établir un coefficient entre 0 et 1, puisque le qualifiable est quelque chose d'assez subjectif. Et en fait, surtout, le but, c'est d'établir une relation à long terme, comme le disait bien Martin, parce que plus l'influenceur B2B connaît la marque, plus il sera légitime pour parler de la marque et de ses solutions. Donc, c'est plus simple pour lui par la suite de promouvoir. Après, je vous recommande ça, mais c'est plus de faire. La recommandation, c'est plus faire aussi de l'AB testing. C'est-à-dire, vous prenez un influenceur B2B, vous regardez si ça marche, mais rien ne nous empêche d'aller aussi essayer d'autres et de benchmarker les influenceurs B2B pour trouver des conditions idéales. Parce qu'en fait, si vous assujettissez aussi à un seul influenceur B2B, vous allez toucher que son audience à elle. Alors que vous, votre but, en tant que marque, vous avez votre cercle d'audience, l'influenceur B2B a votre audience, mais vous pouvez toucher d'autres influenceurs B2B qui ont d'autres cercles d'audience pour faire découvrir la marque. Donc, il faut avoir du long terme, mais aussi tout en testant régulièrement. Donc en fait, oui, on en était à l'étape 5. Donc finalement, c'était donc ça, on va passer assez vite parce que c'est le choix d'un influenceur. Donc Jonathan a déjà dit pas mal de choses. C'est juste que sur LinkedIn, qui est quand même la plateforme professionnelle, le réseau social professionnel par définition, bon, on est un peu quand même bloqué parce que si vous voulez, de l'extérieur, on voit pas grand-chose dans des stats des individus en fait. Donc bon, c'est pour ça que c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc voilà, surtout que je vois qu'il est déjà... voilà, si on veut avoir un temps de questions-réponses, il faut qu'on avance un petit peu, Jo. Voilà. Je vais juste vous donner quelques petits trucs, mais voilà, il y a les classements, mais prenez-les en compte, mais avec un biais, c'est vrai qu'ils prennent en compte souvent le nombre d'abonnés. Mais par exemple, sur LinkedIn, je vous recommande de regarder les par hashtag. Quand on les hashtags ou par mots-clés, quand on tape directement sur la barre de recherche, vous pouvez trouver des influenceurs qui sont intéressants. Mais sur Twitter, c'est plus simple, vous pouvez filtrer par nombre de retweets. Et donc déjà, c'est très intéressant. Mots-clés, filter, min, retweet par 10, vous saurez déjà quels sont les influenceurs pertinents sur ce mot-clé. Là, Talkwalker, ça c'est bon. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai évoqué rapidement, il y a plusieurs façons de fonctionner avec des influenceurs. Et vous allez voir tout de suite où mon cœur se porte. C'est assez simple à deviner. J'ai mis en gras et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, la première façon, c'est ce qui marche le moins, c'est d'utiliser en fait des influenceurs juste comme des relais. C'est-à-dire que vous produisez vous-même les contenus et vous demandez de retweeter, de partager et ainsi de suite. C'est ce qui est fait, par exemple, dans souvent les programmes d'employés advocacy avec les collaborateurs. Les posts sont préparés par la com et on demande juste de relayer. Donc ça, c'est le truc basique, c'est la version basique, mais c'est clair que quand vous avez un influenceur B2B, c'est quand même un pro, c'est quand même un expert, c'est un peu dommage de ne l'utiliser que pour ça. Deuxième niveau, c'est c'est plutôt la co-création, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble sur les contenus à produire, mais on impose quand même un dispositif de validation, c'est nous-mêmes c'est le client qui impose, si vous voulez, le timing, la périodicité. Bon, ça peut très bien fonctionner s'il y a vraiment une bonne entente et un vrai partage des valeurs et des convictions. Mais la troisième manière, et c'est celle-là qui fonctionne le mieux, et que les influenceurs préfèrent, c'est quand on leur laisse la liberté. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, on va lancer, par exemple, un nouveau modèle de groupe électrogène, et bien, ta carte blanche, à toi de produire quelque chose et de faire quelque chose selon ce que tu aimes faire, selon ce que ça t'inspire. Donc ça, c'est la totale liberté. Donc laisser l'influenceur laisser libre cours à sa créativité. Mais ça, je vous assure, c'est très compliqué. Je suis moi-même communicante à la base. On aime bien quand même tout valider, avoir un petit peu comme ça. On a du mal à lâcher prise. Donc c'est souvent, la vérité, elle est souvent un peu entre les deux. Entre le deuxième, c'est-à-dire le système de co-création, avec un peu de liberté, mais pas trop. Voilà, liberté encadrée.
Les formats, donc ça, Jo l'a évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai envie de dire que pour le choix, il y aura 3 critères de choix. Déjà, ce que fait l'influenceur, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, qui a une chaîne YouTube et autres, on ne va pas lui imposer de faire des stories Instagram alors que ce n'est pas du tout son truc. Donc, on fait déjà en fonction de ce que l'influenceur a l'habitude de produire et ce qu'il aime faire. Deuxième critère aussi de choix pour le type de contenu, ça va être bien évidemment la cible. Notre cible, c'est-à-dire, rappelez-vous, le persona, qui peut être le DAF, par exemple, je reprends mon exemple du DAF, qu'est-ce qu'il consomme, lui, ou qu'elle consomme comme type de contenu. Et troisième, bien évidemment, c'est l'algo, parce qu'on sait très bien que les algorithmes des réseaux sociaux, notamment, privilégient certains types de formats par rapport à d'autres. Donc, c'est les 3 grands drivers de choix de format. Ce disais sur ce graphique, c'est qu'en fait, avant de choisir le réseau social, la question, c'est aussi de dire quel est votre contenu. Et naturellement, plus les contenus sont enrichis et pertinents, plus c'est pertinent pour votre audience. Et naturellement, ce qu'on fait au niveau de la conférence, mais aussi tout ce qui est webinar, sont des contenus performants. Donc à partir de là, il y a une base de contenu que après, par la suite, l'influenceur peut promouvoir à travers ces différentes plateformes, le blog et les réseaux sociaux. Donc ici, c'est un exemple de différents types de formats. Donc ça, c'est juste pour présenter, il y en a qui connaissent très bien mes 3 H, je suis obsédée par ça, mais honnêtement, donc c'est aussi, là j'ai tenu à rajouter ça, parce qu'en fait, au-delà du choix du format, le plus important de toute façon, ça va être le fond. Quelque part, on est bien d'accord, c'est qu'est-ce qu'on a comme message. Et là, ce sont des petites astuces, j'ai envie de dire, c'est si vous avez un petit peu de cœur, ou ce sont des contenus qui invitent à réfléchir ou qui invitent à agir, il faut que, si vous avez au moins un de ces 3 je dirais, leviers dans vos posts ou dans vos contenus, ça marchera beaucoup mieux, tout simplement. Donc j'ai remis à côté, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps. Moi, je parlais toujours des 3 H, mais il y a les 3 sens, et je trouve que c'est intéressant aussi, surtout avec la quête de sens et le besoin de sens, donc avec des contenus sensibles, sensés, et sensuels, mais dans le sens pas youpla boum, mais plutôt dans le sens avec le corps, des choses qui invitent à agir. On va essayer d'accélérer un petit peu, Jo, parce que si on veut qu'il y ait un peu de temps pour les questions-réponses. Oui, donc voilà, tout à l'heure, on l'a fait avec le funnel, mais le suivi KPI est très important. Juste, attention, comme l'influenceur en question, en fait, il y a pas mal de fraude. Il y a une étude de Hype Auditor qui a montré qu'un influenceur sur 3 a déjà fraudé. C'est-à-dire, donc en fait, pourquoi? Tout simplement, en fait, les résultats que l'influenceur va donner, c'est de manière indirecte. Là où vous avez sur vos propres analytics des résultats directs, l'influenceur en question va vous donner peut-être des captures d'écran. Donc, allez un peu plus loin, regardez vraiment le ratio, rapport, si c'est cohérent, pour établir des vrais KPI. Donc, les saisons et conseils avec Martine. Donc on va terminer rapidement, et puis surtout on va prendre des questions-réponses. Je ne sais pas combien de temps il nous reste en fait. 2 minutes, ouais, voilà, ça va être vite fait. Donc, les pièges à éviter, l'industrialisation. Alors surtout, vous évitez le masse, les emailing de masse, tout ça, ça ne marche pas dans l'influence. C'est déjà que c'est insupportable en temps ordinaire, mais dans les stratégies d'influence, c'est contre-productif. Ça va même au-delà d'être juste énervant, c'est contre-productif. Autre piège à éviter, c'est de ne miser que sur le quantitatif et négliger le côté quali et les contenus. D'avoir une vision à court terme aussi. Et puis, oublier l'éthique et les valeurs. Ça, c'est très important d'être en totale transparence. Et puis surtout, le piège à éviter, c'est de vouloir tout contrôler. On va passer à... Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce s'il y a une question dans la salle, tu avais quelque chose à rajouter? L'étude de cas. Juste une étude de cas, c'est rapide. C'est en fait, alors on a publié un livre blanc avec Todd Quaker, et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a fait la co-création avec le livre blanc. Donc nous, on a nous-mêmes contribué au livre blanc, et donc en fait, ça nous a paru plus légitime. Donc une fois qu'on a contribué, on a pu être légitime sur la diffusion sur les réseaux sociaux. Martine notamment a créé ses propres sondages pour dire quelles sont les tendances sur les réseaux sociaux, et de mon côté, j'ai pu aussi synthétiser avec une infographie sur les réseaux sociaux qui a beaucoup marché, et en fait, le client était très content, il a généré beaucoup de leads
parce qu'en fait, il y a eu un juste équilibre de relation entre la créativité d'influenceur, de la co-création, et les exigences du client. Donc là, attends, si vous avez des questions, on en prend une ou deux. Bonjour, Christophe Dacraric de Between. J'avais deux petites questions. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation parce que je ne connaissais pas du tout les influenceurs en B2B. Et donc, j'ai deux petites questions. C'est d'abord, combien ça coûte d'employer un influenceur? Et deux, comment on recrute un influenceur? Est-ce qu'il y a des agents ou c'est une agence de com ou, comment on le trouve en fait? Merci beaucoup. Au niveau du coût, en fait, j'ai envie de dire, c'est un contrat qui se négocie à chaque fois, en fait. Hein. Mais c'est pas des sommes inconsidérées. Je ne sais pas si on peut annoncer, nous, notre... Souvent, on a souvent tendance à calculer le coût par rapport au nombre d'abonnés. Mais souvent, moi, je vous conseille de calculer le coût par rapport au nombre d'engagements. Et après, au nombre d'engagements, bon, je vais vous le dire, mais bon, voilà, c'est plus par exemple un LinkedIn, on peut aller, voilà, pour 200 likes, on peut faire, c'est entre 400 et 800, quelque chose comme ça. Et sur un live tweet, on peut aller sur une demi-journée, on peut faire entre 400 et 800. Ça dépend aussi de la, voilà, ça dépend de la taille d'abonnés, mais du nombre d'engagements pour ce genre de prestations. Et puis effectivement, il y a des agences, hein, mais il y en a quand même beaucoup moins. Il y a des grosses agences en B2C. En B2B, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'agence pour le moment, ou alors je ne les connais pas. Nous, on est un collectif, mais on fonctionne un peu différemment, parce qu'on ne fonctionne pas comme une agence. Mais parce que c'est vous, dans votre secteur d'activité, peut-être que c'est tellement spécifique, hein, si vous êtes dans l'aéronautique, par exemple, ou dans l'industrie, ou dans le design ou autre, c'est tellement spécifique que, je pense, à ma connaissance, il n'y a pas d'agence qui couvre ça. Donc c'est vraiment, il faut faire cette méthode-là. C'est avec vos petites mains, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment artisanal. Le travail avec un influenceur, c'est quelque chose qui garde un côté très artisanal. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de la relation humaine, point. Donc c'est pas, il n'y a pas à appuyer sur une machine pour vous sortir des noms. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire une sorte de shortlist, de présélection, mais après il faudra tout vérifier parce que il y a une chose très importante, hein, et je vous apprends rien, c'est que même si on identifie que tel influenceur parle de votre sujet, il faut quand même vérifier tout son historique et vérifier qu'il n'y a pas 5-6 ans, il disait des choses qui étaient contraires à vos valeurs de marque, par exemple. Une autre question? Ok. Oui. Juste pour vous dire, bon, par rapport au B2C, on est encore payé 2 fois moins. Donc, parce que le secteur c'est encore des niches, donc le secteur est encore en plein construction. C'est énorme. Donc du coup, pour le moment, le prix reste convenable. Il y a un monsieur qui a une question. Hop, lui, oui, allez-y. Madame, madame. Bonjour. J'avais juste une petite question sur le contenu des influenceurs. Est-ce qu'un influenceur peut faire des pushes d'un produit pour plusieurs marques différentes? Par exemple, si on prend l'exemple de Badois, est-ce qu'il peut refaire une eau pétillante, par exemple, par la suite? Est-ce qu'il y a une réglementation justement sur la quantité de promotion du même produit à des marques différentes? Typiquement, par exemple, déjà, on n'est pas trop dans les eaux pétillantes, sauf si ça peut être par rapport à du B2B. Mais en fait, non. Justement, pour répondre à votre question, on va choisir. En fait, on choisit de défendre celle qu'on préfère vraiment. Et celle-là, ça va fonctionner. Parce qu'effectivement, si vous êtes chez Perrier un jour et chez Badois le lendemain, ça ne va pas fonctionner. Vous n'êtes pas crédible. Hein. Donc, vous choisissez l'une ou l'autre, en fait. Vous choisissez vraiment le produit ou la solution ou l'entreprise que vous préférez. On a eu le cas dernièrement, hein, pour ne pas les citer, entre Engie et EDF. Voilà, si vous commencez à travailler avec l'un, vous n'allez pas travailler avec l'autre. Il y aura quelque chose qui ne matche pas. Juste, il y a des formats tendance, il y a des formats traditionnels qui fonctionnent. Si vous êtes sûr, vous voulez faire ces formats traditionnels comme les posts, ou voilà, par exemple là, pour des paris, là, je parlerai d'Instagram Story, mais il y a un format qui est vraiment dans les tendances, c'est tout ce qui est live. Et donc, en fait, tout ce qui est live, j'ai vu les derniers chiffres sur le live shopping et mon agence en fabrique, on arrive à faire 7 fois plus de conversions par du live d'une marque où l'influenceur est invité, et aussi bien en B2C qu'en B2B. C'est bon, désolé, mais vous pouvez nous poser des questions par la suite, on vous répondra. Okay. Oui, on a déjà mangé sur le temps. Donc merci en tout cas à tout le monde, et puis n'hésitez pas si vous nous croisez, si vous avez d'autres questions.